De coopération bi- et multilatérale entre la Guinée, tout savoir sur la diplomatie internationale, sur les relations de coopération bi- et multilatérale entre la Guinée, l'Afrique et le reste du monde. Nord-Sud, c'est aussi le vécu quotidien de la diaspora guinéenne avec l'équipe de Mamadou Ouri Diallo. 14h06 ici sur FIM FM. Merci de votre fidélité grandissante et merci de nous écouter aux quatre coins du monde via le www.filmguinée.com mais aussi via nos différents supports digitaux. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Nord-Sud, l'émission consacrée à la géostratégie internationale, aux relations bi- et multilatérales entre la Guinée et d'autres pays, mais aussi avec les institutions internationales. L'émission dédiée au multilatéralisme et ses impacts. Et vous le savez, ici, nous donnons la parole aux acteurs de la diplomatie, de la coopération, mais également à la diaspora guinéenne se trouvant aux quatre coins du monde. Cette semaine, nous donnerons la parole à deux de nos compatriotes. Moussa Fofana, président du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Maroc. Il sera en studio pour nous parler des problèmes qui assaillent les ressortissants guinéens du côté du Maroc, mais aussi de leurs attentes en tant que diaspora, de leur implication dans le processus de transition qui s'ouvre. Et le second, c'est Nankouman Keïta. Il est guinéen vivant en Chine. Il nous parlera des menaces d'expulsion qui planent sur la tête de nombreux Guinéens du côté de la Chine. Et comme la semaine dernière, nous n'aurons pas d'invité spécial en studio, mais nous aborderons deux sujets principaux. La visite d'État du président sierra-léonais Julius Maada Bio en Guinée. Renforcement des relations d'amitié et de coopération était au menu de cette visite. Premier du genre depuis le putsch du 5 octobre, 5 septembre, qui depuis a mis en veilleuse les relations entre la Guinée et les communautés de coopération du continent et en dehors. Nous parlerons également comme sujet du sommet France-Afrique tenu le 8 octobre 2021 à Montpellier en France, qui s'est voulu réinventif des paradigmes des relations entre le continent africain et la France en y invitant exclusivement la société civile constituée de jeunes leaders sous l'initiative d'Emmanuel Macron, président français. Le sommet a-t-il répondu aux attentes? La question est posée, nous tenterons d'y donner nos réponses. Avec moi donc pour analyser tout ceci dans ce studio sous l'angle de la diplomatie bien sûr, Cabinet Fofana. L'analyste politique de la maison Cabinet, bonsoir. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Merci, bienvenue. Merci. Emmanuel Milimono qui est sa première dans cette émission. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Rodi, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver dans cette émission, C'est Emmanuel. un plaisir. Aïssa Toubari qui ne sera pas là puisqu'elle a un petit souci de santé. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. À sa place ici pour présenter l'actu de la diplomatie tout à l'heure, Mariam Ba, bonsoir. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver. On va donc commencer par le début, le tour d'horizon de l'actualité diplomatique. FIM FM, Nord-Sud, l'actu de la diplomatie internationale. L'actu de la diplomatie avec Mariam Ba. Après un bref séjour en Guinée, le président Maada Bio est aussitôt reparti. Et bien évidemment, Henri, en début d'après-midi, ce lundi, Julius Maada Bio a eu un échange avec le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, hôte de la marque de la Chante, a été accueilli à l'aéroport par le colonel Mamadi Doumbouya. Plusieurs responsabilités, notamment des diplomates, étaient à l'aéroport. Après un entretien au salon d'honneur, les deux dirigeants se sont rendus à l'hôtel Sheraton à Kipé. Leurs discussions ont essentiellement tourné autour de la situation de la transition et des relations bilatérales entre la Guinée et la Sierra Leone. Julius Maada Bio a quitté Conakry sans avoir rencontré l'ancien président Alpha Condé, renversé par le gouvernement des forces spéciales, le groupement des forces spéciales le 5 septembre dernier. Tunisie, les États membres de l'EIF proposent un report du sommet de la francophonie. Oui, le sommet de la francophonie devait avoir lieu à Djerba en novembre, mais lors d'une réunion du Conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie ce mardi, les représentants des 88 États membres et associés ont convenu de repousser l'échéance à l'automne 2022. La décision précipitée par la situation politique en Turquie doit encore être entérinée par les ministres, mais cela semble faire un peu de doute
Et puis au Kenya, le Kenya qui rejette totalement la décision de la CIJ sur un différend avec la Somalie. La Somalie remporte en partie sa bataille face au Kenya devant la Cour internationale de justice. Les deux pays s'affrontent depuis 2014 devant la juridiction de l'ONU chargée de régler les différends entre les États. En jeu, le tracé de la frontière maritime entre les deux pays, les ressources en poissons, en gaz et en pétrole, une décision que rejette totalement le Kenya. Et puis au Royaume-Uni, Londres menace ouvertement de se retirer du protocole nord-irlandais. Comme prévu, Londres menace de suspendre le protocole nord-irlandais qui permet à la province britannique de continuer à faire partie du marché unique européen. C'est David Frost qui l'a déclaré ce mardi. Le ministre britannique du Brexit affirme que ce texte négocié dans la douleur avec l'Union européenne met en péril la stabilité de l'Irlande du Nord, ce qu'il faut donc amender en profondeur. Faute de quoi, a-t-il déclaré, le Royaume-Uni sortira du protocole, ce qui pourrait avoir des conséquences très lourdes. Et puis pour terminer, l'Union européenne qui lève ses premières obligations vertes. La Commission européenne a levé ses premières obligations vertes pour un montant de 12 milliards d'euros. Le programme d'émission permettra de financer une partie du plan de relance des 27 baptisé le Next Generation EU. Merci Mariamba pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci, à très bientôt. Le plaisir a été pour moi. On va donc passer à la partie entretien de cette émission. Nord-Sud, l'invité du jour. Voilà donc, comme je vous l'ai dit tantôt, nous n'avons pas d'invité spécial en studio, mais si tout va bien tout de même, puisque nous avons deux principaux sujets à aborder, la visite du président sierra-léonais en République de Guinée, mais aussi le sommet Afrique-France. Nous essaierons d'avoir, si tout va bien et si le temps nous permet, successivement Alpha Diallo, il est le président de Ablogui, et Fadima Diawara, PDG de Kumfabo, qui étaient tous deux présents à cette rencontre Afrique-France pour porter la voix de la jeunesse entreprenante, la jeunesse activiste en société civile et partis politiques aussi. Ils étaient du côté de Montpellier. Alors, cabinet Fofana, Emmanuel Milimono, nous commençons par le premier sujet. Depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, nous savons les conséquences qu'il y a eu immédiatement sur les relations diplomatiques entre la Guinée et, comme ce que j'ai appelé tout à l'heure, les communautés de coopération. On a vu la position de la CEDEAO et que individuellement, un président vienne faire une visite d'État. C'est la première fois d'ailleurs depuis le 5. Quelle analyse peut-on avoir de cette situation en termes d'image sur de la junte du CNRD notamment? Non, ça change positivement d'un point de vue général. Hein, le fait qu'un président de la République vienne rendre visite au colonel Mamadi Doumbouya, donc à la Guinée, à la suite donc de ce putsch, alors même qu'il y a une position générale de la CEDEAO qui sanctionne la Guinée et qui n'est pas, disons, sur la même longueur d'onde avec les autorités guinéennes. C'est tout bénef pour l'image du colonel qui, d'un point de vue international, peut être perçu comme quelqu'un qui est fréquentable, parce qu'il faut désormais dire que... fréquentable. Bon, oui, bon, est-ce qu'il faut... non, mais... Ajouter cela peut-être. Bon, ok. Parce qu'au tout début, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Oui, vous savez, les chefs d'État, les présidents de la République ou même les États ne sont pas assez contents lorsqu'ils sont perçus et présentés comme étant des pays ou des chefs d'État qui ne sont pas fréquentables. Rappelez-vous que toutes les fois que cela s'est passé, les présidents mis en cause ne sont pas permis dans des sommets internationaux. On peut par exemple citer le cas de Robert Mugabe, qui est resté longtemps un pays paria sur la scène internationale. Et donc, d'un point de vue stratégique, c'est extrêmement important et d'image pour le CNRD
qu'il bénéficie de la visite d'un chef d'État. Après, au-delà de ça, c'est que est-ce que le fait que le président léonais vienne en Guinée change fondamentalement la position de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée? Non, je ne pense pas. Après, ça dépend d'une certaine façon, hein, peut-être ça c'est un bémol que j'apporte à ma propre analyse, c'est que vu que le président Madabio donc la Sierra Leone est un pays membre de la CEDEAO, naturellement, si elle fait un pas vers la Guinée, elle pourrait naturellement elle pourrait peut-être se porter comme un pays qui défend peut-être un avocat pour la Guinée, même si je pense que Madabio est plutôt venu pour autre chose qui ne soit en réalité une position qu'il défendrait, une position de la Guinée qu'il défendrait ou du CNRD qu'il défendrait auprès de la CEDEAO. Mais encore une fois, tout cela se joue au niveau d'influence. Je pense par exemple que si c'était par exemple le président ivoirien qui venait en visite officielle, du fait donc du poids économique et même politique en termes d'influence de la Côte d'Ivoire et par ricochet de Ouattara, cela n'aurait pas eu le même poids. Mais encore une fois, ça reste des visites entre deux pays et qui n'est pas tout à fait celle, par exemple, qui ne peut pas avoir un impact d'une certaine façon sur la position de la CEDEAO. Alors oui, Emmanuel, quelle première analyse de cela depuis le coup d'État? C'est la première fois qu'un chef d'État vienne et nous savons que les relations en tout cas diplomatiques, ont été assez tendues à un moment entre la Sierra Leone et la Guinée, sous Alpha Condé bien entendu. Est-ce que ça veut dire que c'est le signe d'une détente, en plus du fait que récemment, il était venu à Conakry pour signer évidemment officiellement la rouverture des frontières et tout le reste? Je crois, je vais commencer par le dernier point. Vous savez, on le dit souvent, il y a des gens qui aiment pêcher en eau trouble, comme on le dit, bien que l'expression ne colle pas forcément avec cette visite du président léonais à Conakry, mais ça ressemble un peu à cela. Il y a, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un contexte assez tendu qui existait déjà entre la Guinée et la Sierra Leone, qui a même conduit, on se rappelle, à la fermeture de la frontière entre les deux pays. Et il a fallu des négociations qui ont même impliqué les responsables sécuritaires, parce que je me rappelle, dans les négociations, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense étaient impliqués. Donc, il y avait une situation un peu tendue qui existait entre les deux pays et qui n'a pas malheureusement été, on va dire, réglée au souhait de la Sierra Leone. Parce qu'à un moment, elle a même voulu que... c'est comme si on l'a tiré par le bout du nez. On lui a arraché un accord, on lui a arraché un accord à Conakry. Et c'était pas forcément une question comme l'avait évoqué à l'époque le gouvernement quand la fermeture se fermait, frontière se fermait, une question de sécurité nationale. Ce n'était pas forcément le cas. Il y avait un litige frontalier, on le dira jamais souvent, un litige frontalier qui existe encore entre les deux pays. Je rappelle que c'était depuis la guerre civile. Vous savez, la Sierra Leone a connu une guerre civile qui a menacé les frontières guinéennes et il y a eu des incursions à un moment dans des villages de la Guinée forestière frontaliers à la Sierra Leone. Et pour riposter, justement, l'armée guinéenne est allée en position avancée dans un territoire en réalité qui était au-delà du fleuve Makuna. Le fleuve Makona qui est connu pour être la frontière naturelle entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Donc cette armée est postée là et la Sierra Leone pense en fait qu'il y a une armée étrangère sur son territoire. Ce conflit a abouti à la fermeture des frontières et finalement, on va dire, on a tordu le bras au président sierra-léonais pour signer un accord qui laissait ce point en suspens. Donc moi je pense en réalité que cette visite, comme l'a dit Cabinet, n'est pas forcément une visite qui va ouvrir les portes de la CEDEAO à la Guinée, parce que je pense que le président Madabio est venu poser
des problèmes qui sont d'aspects qui relèvent des relations bilatérales. Voilà, ça relève des questions bilatérales. Et le deuxième aspect, c'est que les sanctions dont la Guinée est victime, ce sont des sanctions entre elle et les communautés. C'est par exemple la CEDEAO, si on prend le cas pratique, c'est entre la Guinée et la CEDEAO, entre la Guinée et l'Union européenne. Mais les entités, les pays différentes, pris de manière différente, il n'y a pas forcément, dans le cadre des relations bilatérales, il n'y a pas ce genre de sanctions, parce que même lorsque des pays établissent des relations diplomatiques, il n'est pas dit quelque part que lorsqu'il y a un coup d'État chez l'un, l'autre est obligé de fermer ses frontières ou d'arrêter de coopérer. Oui. Généralement, ces accords, ce sont des points qui sont soulevés dans le cadre de communautés comme la CEDEAO, où différents États se rencontrent et se mettent d'accord sur certains principes. Mais de manière bilatérale, les États y vont chacun de son initiative. Et même là aussi, on a l'impression que les gens traînent le pas parce que c'est un coup d'État, parce que c'est dénoncé. On se dit, est-ce qu'il faut aller tout de suite vers eux? Est-ce qu'il faut avoir des rapprochements? De toute façon, même si cela n'est pas dit clairement, est-ce que cette visite quand même n'est pas un peu cabinet le point de départ d'une sorte de fréquentabilité de la junte par d'autres chefs d'État? En quelque sorte, on imaginerait qu'à sa suite, d'autres pourraient faire le pas dans ce cadre justement des relations bilatérales, sous cette coupole-là officiellement, de s'approcher finalement auprès de la junte et continuer à développer des relations et des échanges. Oui, je crois que normalement cela devrait suivre, même si je pense que sous les transitions, les accords bilatéraux ne s'arrêtent pas. Donc, est-ce que d'ailleurs il n'était pas prévu à la suite de l'accord de réouverture des frontières entre la Guinée et la Sierra Leone, est-ce qu'il n'était pas prévu que les deux chefs d'État se rencontrent et du moment où... Je crois que c'est Alpha Condé qui était censé se rendre en Sierra Leone. Absolument. Et du moment où Alpha Condé n'est pas là, et je pense que pour le moment, le CNRD, le colonel Doumbouya n'est pas à même de se déplacer. Je crois que c'était tout à fait normal que le président Léonel lui vienne, puisque lui, il peut se déplacer. C'est pas le même contexte, les réalités n'étant pas les mêmes. Et ensuite, est-ce que ça sonne donc l'ouverture du CNRD vers d'autres pays qui suivraient donc la tendance lyonnaise? Est-ce que cela va se faire? Je n'en sais pas assez. Bien. Mais ce que je sais par contre, c'est que même si on est en transition, les chefs d'État qui ont prévu des visites en Guinée le feront. Après, ça sera pas le même balayage diplomatique lorsqu'il s'agit d'un régime légal et légitime. Vous avez la même lecture, Emmanuel, sur cet aspect-là, parce que dans la presse, on a vu des réactions. C'est comme si c'était un point là que la junte marque sur sa question, sur l'aspect image de cette junte qui a été décriée pour ce coup d'État, ainsi de suite. Personnellement, je pense que sur ce plan, la junte elle marque des points de toute façon depuis qu'elle a pris le pouvoir. Elle a envoyé beaucoup de signaux. La communauté internationale, si vous voyez que la plupart des institutions ne s'empressent pas trop à mettre la pression à un certain niveau, c'est parce que chacun est unanime en réalité que cette junte envoie des signaux qui sont plutôt encourageants. Bien. Et donc, je crois que ce n'est pas forcément un point qui est marqué. Ça reste dans un cadre strictement bilatéral de mon point de vue. C'est à partir du moment où, par exemple, la Guinée est invitée à prendre part à par exemple, une réunion des chefs d'État de la CEDEAO ou un sommet africain. J'allais mentionner cela. À ce moment, on pourra parler de points. Mais pour l'instant, je crois qu'un président qui est fréquenté par un autre d'un point de vue purement bilatéral, le cabinet avait d'ailleurs soulevé un aspect assez important. Ça aurait été, par exemple, très important si on voyait dans ce cadre bilatéral, justement, un président comme Alassane Ouattara, Macky Sall ou Mohamedou Bouhari, qui ont des pays qui drainent quand même une certaine puissance économique dans la sous-région. Ça aurait été un point. Mais là, ça reste, de mon point de vue en tout cas, ça reste juste une relation purement bilatérale, qui ne va pas forcément changer grand-chose par rapport à la démarche que la CEDEAO entreprend en tant que communauté, bien entendu, vis-à-vis de cette junte.
Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure d'invitation de la Guinée. Je voulais le rappeler entre-temps. Dans la foulée de la nomination du Premier ministre Mohamed Biavogue, effectivement, il y a déjà une invitation à l'attention de la Guinée à prendre part aux travaux de la CEDEAO. Là aussi, on peut dire que c'est un autre point. Là, par contre, oui, c'est un point parce que déjà, souvenez-vous, les sanctions de la CEDEAO sont tombées avant la nomination du Premier ministre de transition. Deuxième aspect, le Premier ministre de transition, c'est un Premier ministre civil, donc qui n'était pas en réalité concerné par les sanctions que la CEDEAO a prises déjà dès que le coup d'État est arrivé. Et puis l'autre aspect qui est important, qui pourrait expliquer cela, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il va bien falloir que la CEDEAO écoute la Guinée. Il y a une mission qui est venue, qui a échangé avec la junte qu'on considère pour l'instant être illégitime, mais cette junte est en train de remettre petit à petit les institutions qui vont permettre au pays de dépasser ces caps de transition. Donc un pas a été franchi. Maintenant, il va falloir que la CEDEAO prenne le temps d'écouter la Guinée. Ça a été le cas à un moment. Assimi Goïta a même été reçu au sommet des chefs d'État. Je pense qu'il avait même rencontré Alpha Condé là-bas. Tout à fait. Donc, évidemment, la CEDEAO va à un moment, elle aussi, accepter d'écouter la Guinée, et surtout sur le point de la durée de la transition notamment. Ils ont imposé 6 mois à la Guinée. La Guinée a des éléments à apporter pour défendre le fait que les 6 mois ne sont pas tenables, et cela ne peut se faire si le pays n'est pas fréquentable et si les dirigeants du pays ne peuvent pas être reçus à des réunions de la CEDEAO. Je pense que c'est dans ce cadre-là. Bien. Et pour terminer là-dessus, est-ce qu'on peut quand même imaginer que Madabio peut se sentir un peu plus à l'aise avec Doumbouya pour résoudre tous ces problèmes qu'il y a à nos frontières, avec la Sierra Leone, les problèmes de sécurité, mais aussi des problèmes d'échanges commerciaux, diplomatiques, puisqu'il n'était pas en odeur de sainteté avec Alpha Condé. Je crois que ça a motivé d'ailleurs son arrivée en Guinée. Il est ancien putschiste, il a affaire à un militaire, donc la question qui lie la Guinée à la Sierra Leone, le problème qui se pose entre les deux pays, c'est un problème militaire. Bien. Donc un militaire est à même de mieux analyser la situation en se départissant de toute considération politique, comme on connaissait Alpha Condé du tout politique. Donc là, il a affaire à quelqu'un qui va voir les choses de manière pratique, de manière pragmatique, et pouvoir apporter peut-être des réponses. Je pense que ça a encouragé d'ailleurs le fait qu'il ait fait ce premier pas. Ce premier pas. Oui, cabinet Fofana, est-ce que vous voyez cet autre angle de la même façon? Madabio se sentirait à l'aise de travailler avec Mamadi Doumbouya durant cette transition pour résoudre les problèmes qu'il y a entre les deux pays, qu'il n'a pas pu résoudre avec aisance, sans doute, avec Alpha Condé. Oui, je pense que c'est d'ailleurs ce qui a motivé son arrivée. Il y a une nouvelle donne qui est en Guinée, et il essaie d'être proactif en arrivant le premier pour discuter de ces différends-là et de trouver des solutions, voilà, des solutions définitives là-dessus. Et après, il y a des similitudes. Tout à l'heure, il le soulignait Emmanuel, le fait qu'il soit un militaire, ancien officier de l'armée, qui est aussi un putschiste d'expérience et tout. Peut-être que ça a dû motiver son arrivée, et ceci est extrêmement important. Je pense que il faudra aussi comprendre l'arrivée sous cet auspice-là, l'arrivée de Madabio, parce qu'il se dit, voilà, il y a une nouvelle donne, il faut venir rapidement, parce que lui, il a un problème à résoudre. Voilà comment nous pouvions porter notre regard sur cette première visite d'État en Guinée par un chef d'État depuis le coup d'État du 5. Nous nous retrouvons après la pause pour continuer l'émission. Cette fois-ci, nous parlerons du sommet France-Afrique. Entre la Guinée, l'Afrique et le reste du monde. Vécu quotidien de la diaspora guinéenne avec l'équipe de Mamadou Ouri Diallo. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Nord-Sud. Nous parlions tout à l'heure de la visite officielle d'un chef d'État en Guinée depuis qu'Alpha Condé a été déposé le 5 septembre. Il s'agit du président sierra-léonais Julius Madabio, qui était là donc en début de semaine. Et puis nous parlerons tout à l'heure du sommet France-Afrique avec sa nouveauté consacrée à la jeunesse et à la société civile. Lui, il est déjà en studio, je l'ai annoncé tantôt, Monsieur Moussa Fofana, président du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Maroc. Il va intervenir dans la rubrique Parole à la diaspora, mais en attendant, on va lui dire bonsoir. Monsieur Fofana, bienvenue. Oui. Bonsoir, monsieur Ourier. J'espère que vous allez bien. Tout va bien, Dieu merci. Juste rectifier, je suis membre du Conseil de la diaspora
guinéenne du côté du Maroc. Ah, vous êtes membre. Voilà, membre du CGE. Voilà. Le président, c'est Sidibé Lansina Kemeko. Rectificatif. Merci alors. Alors, bienvenue et tout à l'heure, nous vous prendrons. Alors, on va continuer. Ibrahim Silla, qui régule un peu la toile, notre page Facebook, me faisait signe qu'on avait quelques messages en attendant qu'on les ait en direct. Nous allons continuer notre émission. Alors, cabinet, on parle cette fois-ci de cette rencontre, ce sommet France-Afrique, ça a été chanté sous tous les toits. Il va y avoir de la nouveauté. Évidemment, il y en a eu parce que les chefs d'État n'ont pas été invités cette fois-ci. Ce sont les jeunes qui y sont allés. Et la Guinée a été très bien représentée par plusieurs jeunes politiques, sociétés civiles, entrepreneurs. On peut citer Ali Ouba, on peut citer Fadima Diawara de Konfabo, Alpha Diallo de la plateforme Ablogui et bien d'autres. Alors, quel regard, dans un premier temps, placer sur le changement de paradigme qui a été chanté avant de répondre à la question des attentes, si elles ont été comblées à la suite de ce sommet? Je pense que c'est d'abord la concrétisation d'une promesse qui a été prise par la lettre du 8 février 2021, lettre adressée, écrite plutôt par Emmanuel Macron, qui a donc promis que le sommet Afrique-France, cette fois-ci, se fera sous un nouveau format. Et il parle d'un nouveau sommet Afrique-France et qui va donc mettre le focus sur la diaspora africaine, la jeunesse africaine, et c'est ce qui a été fait. Donc c'est d'abord, comme je l'ai tantôt dit, la matérialisation d'une promesse, et qui est d'ailleurs la suite d'une certaine façon de la visite de Macron au Burkina, où il avait échangé avec des étudiants burkinabés, et on a vu un peu la démarche qui consistait alors de discuter directement avec ces jeunes-là, et c'est exactement ce qui s'est passé le 8 février, le 8 octobre là plutôt, à Montpellier, où Macron a donc échangé avec des Africains de la diaspora, mais aussi ce qui vient du continent, sur la façon dont ils perçoivent un peu les relations de l'Afrique avec la France, et les incompréhensions, et tout cela adossé à un rapport qui a été dressé par Achille Bembe, qui a suffisamment un historien. Un rapport de 130 et quelques pages. Oui, c'est ça. Il faut le rappeler. Oui, c'est un gros rapport qui explique en fait comment aujourd'hui la France devrait appréhender la relation qu'elle entretient avec l'Afrique, mais tout en n'y pointant du doigt aussi là ce que Achille lui-même a appelé il dit que la France est à l'écart en gros des nouveaux paradigmes qui sont de mise en Afrique. Il parle des acteurs sociaux qui prennent un rôle important au fil du temps sur le continent, et qu'il faille pour la France écouter ces nouvelles forces-là, et je crois que c'est ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup de discussions, le format était direct et il était tout nouveau. Oui, Emmanuel, quelle lecture de cela? On sait que tout le temps qu'il y a eu ces rencontres France-Afrique, ce sont les chefs d'État, un parterre de chefs d'État qui se rendent en France et qui font face aux chefs d'État français. Cette fois-ci, Emmanuel Macron fait appel d'abord à la jeunesse, mais qui est active au sein de la société civile et dans la sphère politique. Ce changement de paradigme, est-ce que vous pensez que c'est un aspect positif qui donne espoir un peu qui vise à décomplexer les relations France-Afrique? Pour ce qui est du futur des relations qui lient la France à l'Afrique, je pense que oui, c'est un changement plutôt positif. Positif pour la France, positif pour l'Afrique elle-même. Parce que n'oubliez pas que la France-Afrique, dans son format tel que ça a été lancé pour la première fois, vous avez des chefs d'État qui ont pris part aux toutes premières rencontres de la France-Afrique, et qui, jusqu'à l'année dernière, était encore là. Oui, évidemment. Quand je prends le cas du chef d'État camerounais, par exemple, il connaît toute l'histoire de la France-Afrique. Pour lui, c'était devenu un couloir, juste une formalité. Et le problème, il s'est posé depuis quelques années déjà. Vous avez deux opinions qui se sont
qui ont poussé pratiquement à ce changement. Je pense que ce n'est pas une volonté de changement de paradigme. Il y a une opinion française qui est de plus en plus exigeante vers les chefs d'État africains qui sont reçus par le président français. Et donc, on considère être en train de s'accommoder de présidents qui sont décriés chez eux, dictateurs, violent les droits humains, prédateurs économiques, tout cela. L'opinion française a mis une pression sur l'État français pour pousser à ce changement. De l'autre côté, c'est la même perception naît aussi sur le continent africain. Une jeunesse de plus en plus au diapason de ce qui se passe dans le monde, une jeunesse de plus en plus exigeante, présente sur la scène politique, entreprenante surtout, parce que même dans le secteur économique, les jeunes sont en train de plus en plus d'émerger. Aujourd'hui, il y a cette classe aussi qui naît en Afrique, qui pousse au changement, mais malheureusement qui n'est pas forcément, on va dire, entendu par les présidents des pays dans lesquels ils vivent. Bien. Il se trouve que la France a besoin de se repositionner pour les années à venir. Bien. Il se trouve que ces leaders qui sont en train de naître pourraient être demain ceux-là qui décideront au nom de l'Afrique. Pourquoi pas échanger avec eux pendant qu'il est encore temps. Bien. Donc, est-ce qu'on peut dire, cabinet, que la désiétude, comment on va dire, de ce format, n'est-ce pas, chef d'État africain, président français, depuis tout le temps, dépend du fait que ces chefs d'État n'étaient plus véritablement porteurs des vrais problèmes, des couches qu'ils venaient défendre, la jeunesse, la société civile, les questions de liberté et tout le reste, qui amènent peut-être la France, à travers leur chef d'État, à changer la manière de faire. En 30 secondes avant qu'on ne prenne Alpha Diallo, qui est déjà en ligne. Oui, je pense qu'il y a un désir d'indépendance et d'autonomie qui est en fait assez perceptible sur le continent. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on prend le 19e et même le début du 20e siècle jusque maintenant, cette envie-là, ce désir d'indépendance, d'autonomie est assez perceptible sur le continent. C'est à la fois la volonté pour les acteurs sociaux, ou plutôt l'opinion publique africaine de ne pas se laisser faire par des acteurs que l'on peut peut-être identifier par des acteurs extérieurs aux réalités africaines. Et donc, c'était tout à fait expliqué que l'on pense qu'aujourd'hui qu'il faut aller au-delà de ce format-là, parce qu'en fait, ce qui ressort aussi discutable que soit la façon dont tout cela a été mené et les chances pour que les décisions, les perspectives qui ont été prises impactent dans l'avenir, il y a une réalité, c'est que de plus en plus vous avez des acteurs, de nouveaux acteurs qui sont aujourd'hui importants sur la scène politique et même la scène politique, je le maintiens, sur la scène politique africaine. Bien. Parce qu'il faut considérer que c'est pas seulement le personnel politique qui agit d'une certaine façon dans l'espace politique. Vous avez des acteurs sociaux qui ont un rôle militant. Donc, ce changement-là, ce changement de paradigme est d'abord un fait. Il est de fait ce que vous avez des acteurs sociaux qui ont un rôle militant important et qui ne veulent plus, mais d'une certaine façon, se laisser compter ou se laisser faire par des acteurs reconnus, ce qu'on peut peut-être appeler les acteurs conventionnels et publics, et qui ont sur près d'une quarantaine de sommets faits en France, c'est seulement ceux-ci qui sont partis. Donc c'était normal que cette rupture-là soit opérée sur le plan des acteurs, par exemple. Alors on va donc aller tout droit en Europe, puisqu'il est apparemment à cheval entre Paris et Bruxelles, quand on l'appelait Alpha Diallo, président de Ablogui en direct. Alpha, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir à vous et bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, bienvenue dans cette émission Nord-Sud, notre émission diplomatique qui parle coopération diplomatie. Nous parlons de ce sommet. Alors, il y a un petit bruit en dessous. Est-ce que vous pouvez stabiliser votre téléphone, Alpha? Oui, je pourrais être avec vous peut-être dans quelques minutes. Le temps pour moi de descendre, en fait, de changer de bus et je serai à vous.
Donc je préfère que vous continuez le débat et je reviens dans quelques minutes. Voilà, je le disais tantôt, il est en train de se déplacer entre Paris et la Belgique, tantôt Alpha. Il va se stabiliser et sans doute on va l'avoir. Alors je reviens à vous, Emmanuel. Je parlais de l'obsolescence de cette manière de faire depuis combien de décennies maintenant, que c'est les chefs d'État, plus de 30 ou 20 et quelques qui viennent à la rencontre d'un seul chef d'État. Déjà, cela a été décrié par ceux qui se font appeler les panafricanistes et tout le reste. Mais en même temps, l'objectif ici, c'est de porter les véritables problèmes du continent et de ses différentes couches auprès des puissances comme la France. Est-ce qu'on peut dire que ces chefs d'État ne comblaient plus ces attentes-là, d'où la démarche dite réaliste d'Emmanuel Macron, donc de faire face finalement à ceux dont on lui apporte les problèmes à leur insu. Est-ce que c'est cela? Peut-être, je ne sais pas trop la raison qui a motivé cette réorientation du point de vue personnel en tout cas d'Emmanuel Macron, mais il y a quand même un aspect important, c'est que je ne pense pas que ce n'est pas parce que les voix des Africains n'étaient pas bien portées, suffisamment bien portées par les chefs d'État. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois fermement à la légitimité d'abord, à l'image de ces chefs d'État eux-mêmes. J'ai pris un exemple tantôt. Paul Biya, il est au sommet France-Afrique pratiquement depuis que le sommet a commencé. Et il est toujours le même. Mais qu'est-ce que concrètement les Camerounais ont tiré comme profit de ces visites? Absolument. Le deuxième aspect, c'est quoi? Cette jeunesse. Parce que s'il y a des vérités à dire, peut-être que ces chefs d'État ne le disent pas. Ils viennent, c'est des formalités de rencontre, on fait un banquet, c'est une sorte de causerie. Mais ce qu'on a vu la dernière fois à cabinet avec Macron, ces jeunes qui sans complexe, s'adressaient directement, mettaient le doigt dans la plaie. La décision qui a été prise au final, c'est quoi? D'abord, j'aimerais relever un point. Avant, on avait affaire à 53 ou 50, une trentaine de chefs d'État. Une bonne brochette en tout cas. Une trentaine de chefs d'État qui venaient à la rencontre d'un seul chef d'État en France. Cette fois, on a eu affaire à 3000 jeunes qui sont partis à la rencontre d'un chef d'État. Donc, on est passé de 30 à 3000. De toute façon, ce n'est pas des chefs d'État. Le deuxième, c'est quoi? Les jeunes qui sont partis, rappelez-vous, c'est une bonne couche, ils font partie d'une bonne couche de jeunes qui ont justement, avec le temps, dénoncé cette relation de paternalisme que la France entretenait avec l'Afrique. On disait même le sommet France-Afrique, c'est une insulte, mais ce sont pratiquement ces mêmes jeunes qui se sont retrouvés là-bas aujourd'hui. L'impact de la rencontre, c'est quoi? Ce qu'Emmanuel Macron a annoncé, c'était la mise en place d'un fonds, je pense, de 30 millions d'euros. Mais vous pensez que si c'était des chefs d'État, s'il y avait un fonds à mettre en place, les chefs d'État seraient contentés de 30 millions d'euros? Oui, peut-être en faveur des jeunes. J'ai envie de parler un peu des retombées que cela a eu. Tu parles du fonds d'innovation de la démocratie? Oui. L'aspect spectaculaire que ça a donné, oui, ça a permis à des jeunes de se défouler. Mais est-ce que forcément ce qu'ils ont dit va être pris en compte par Emmanuel Macron? Parce qu'après tout, dans la diplomatie, le réalisme va s'imposer. Le pragmatisme va s'imposer. Emmanuel Macron a entendu des jeunes, par exemple, de la Guinée, qui ont soulevé des problèmes qui valent peut-être 3 milliards d'euros, 4 milliards d'euros pour être, on va dire, comblés. Mais il va regarder, après tout, la relation qu'il a avec ceux qui dirigent la Guinée. La relation qui existe entre la Guinée et la France, à la limite, c'est ce réalisme qui va finir par s'imposer. Je crois que c'est juste... Donc c'est un peu une chimère. De mon point de vue, c'est un peu comme quand on organise une rencontre, qu'on permette aux gens de se défouler, de parler, parce qu'on pense que quand on se défoule, on se libère d'un certain poids. Et au fond, en tout cas fondamentalement, je ne pense pas qu'il y aura un changement radical, en tout cas de la relation de la France avec l'Afrique. Parce que cette relation, je l'ai dit à certains confrères, je disais que si la France était prête réellement à écouter la jeunesse africaine, elle aurait déjà écouté la jeunesse qui est en train de décrier le franc CFA depuis des décennies. Et ça, c'est un mécanisme qui va continuer à rester, même si Emmanuel Macron recevait Kémy Séba, par exemple. Bien. Alors oui, cabinet, ce ton décomplexé, presque amical entre le président français et les jeunes africains. On a vu Ali Ouba s'adresser presque égal à égal à lui, la jeune dame malienne, la burkinabé, ainsi de suite. Est-ce que tout ça est sans précédent, que c'est porteur d'espoir, ça peut changer les paradigmes, ou est-ce qu'il faut voir ça, comme il a dit, sous l'angle d'un spectacle
qui ne donnera pas grand-chose. Et puis l'autre chose, c'est vous aviez le rapport avec Dachil Bembe. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de ce rapport en 1 minute 30 secondes? Non, sur l'aspect mise en scène, on sait que Macron, il est friand de cela. Le débat national en France, après la crise des Gilets jaunes, a été aussi mené de cette façon-là, où c'est lui qui est là et qui discute avec tout le monde. Après, voilà, ça, c'est le spectacle, le caractère de mise en scène. Aucun politique n'en ferait l'économie, c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que après ceci, il y a des choses concrètes qui ont été dites? Oui, je pense qu'au-delà de ces échanges-là, il y a un rapport qui a été travaillé par Achille Bembe, qui est connu pour tout le respect que les gens ont pour lui au sein de la communauté scientifique. C'est un rapport qui est concret, et là-dessus, par exemple, Achille il postule pour la mise en place d'un fonds pour la démocratie. Et là-dessus, ceci a été obtenu. Macron a dit qu'il n'avait pas de problème là-dessus et qu'il fallait réfléchir aux mécanismes par lesquels cela devrait être mis en œuvre. Et d'ailleurs, beaucoup de ces participants ont demandé à ce que ceci ne soit pas utilisé un peu comme le fonds d'aide, l'appui au développement à travers des structures connues pour ça. Et Emmanuel a dit qu'il n'avait pas de problème, mais que ceci pouvait être géré autrement. Donc ça reste des perspectives. On verra ce que cela va donner. Est-ce que les prochains sommets vont aussi être comme cela? On verra la suite. Est-ce que les chefs d'État africains pendant ce temps sont restés un peu aigris dans leur coin en regardant ce sommet puisqu'ils n'ont pas été? C'est l'autre question qu'on pose, mais bon, on reviendra là-dessus. À d'autres occasions, nous manquons énormément de temps. Nous allons donc aller tout droit dans la rubrique Parole à la diaspora. FIM FM, Nord-Sud, Parole à la diaspora guinéenne. Parole à la diaspora, nous n'avons que, disons, 7 minutes. Monsieur Fofana est avec nous, vous venez du Maroc. L'idée, c'est de nous dire qu'est-ce qui se passe au Maroc, les ressortissants guinéens de ce côté, qu'est-ce qu'ils ont comme problème que vous voulez porter à la connaissance des autorités, surtout des nouvelles autorités. Deuxièmement, on a parlé d'implication de la diaspora dans le processus de transition. Apparemment, vous pensez que vous êtes marginalisé dans cette affaire parce qu'on ne voit que ceux qui viennent de la France et des États-Unis comme diaspora. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? D'abord, vos problèmes au Maroc en tant que ressortissant. Ok, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Ouri. Vraiment, j'en profite vraiment pour saluer FIM FM. Vraiment, vous faites vraiment un travail exceptionnel, sincèrement. Merci. Voilà. Donc, bon, en ce qui concerne notre vie au Maroc, de la communauté guinéenne, ouais, Dieu merci, nous sommes très bien organisés au Maroc. Voilà, Dieu merci, nous sommes très bien organisés au Maroc. Nous avons les Guinéens un peu partout dans le royaume chérifien et dans toutes les grandes villes du Maroc. Voilà, au sein du Conseil, on arrive à répondre aux soucis des Guinéens un peu partout. Voilà, donc au problème nous sommes confrontés, c'est le problème présentement de l'AVM, l'autorisation de voyage. Parce que souvent nous avons des malades qui sont ici en Guinée, et des étudiants et autres qui veulent venir étudier au Maroc. Voilà, donc vu l'avènement de l'AVM, ça nous cause énormément de problèmes, nous la communauté là-bas. Donc au-delà de ça aussi. Et l'AVM c'est depuis Conakry, hein? Le problème c'est à l'ambassade du Maroc. Oui, l'AVM, elle a été instaurée, je pense, c'est en fin 2018, 2019. Voilà, compte tenu, il y avait beaucoup d'immigrants guinéens qui passaient par le Maroc pour l'Europe. Donc du coup, le gouvernement marocain a contacté, je pense, les autorités guinéennes. Donc c'est le premier souci d'abord, voilà, pour les déplacements. Exactement, pour le déplacement. Le deuxième souci, c'est nous avons un problème présentement au sein de la communauté, nos diplomates qui sont là-bas. Vraiment, ils s'ingèrent beaucoup au sein de notre communauté. Donc, les divisions, les guerres, etc. Donc vraiment, ça nous fatigue beaucoup. La représentation diplomatique ne joue pas un rôle positif. Il ne joue pas un rôle positif dans l'Union et puis dans ce qui concerne vraiment les problèmes de la diaspora.
marocaine. Est-ce qu'il politise trop voilà, les communautés guinéennes au Maroc? Il politise beaucoup les communautés, la communauté guinéenne du Maroc. Bien. Il les politise beaucoup. Ceux-là, nous sommes confrontés à ça. Et qui est actuellement ambassadeur Bon, c'est M. John Abaka John. Bien. Voilà, c'est lui qui est présentement l'ambassadeur. Depuis qu'il est venu, vraiment, c'est pas facile. Bien. La communauté guinéenne, on tire le diable par la queue. Mais avec nos leadership, parce que nous sommes à la tête de plusieurs associations, donc nous avons décidé de mettre le conseil en place. Bien. Nous représentons la section du conseil Maroc. Voilà, donc vraiment, c'est ce problème que nous avons. Voilà, au-delà de ça. Et le problème de passeport, les documents oui, le problème de passeport. Réglé? Oui, le problème de passeport, il a fallu que moi-même, Fofana, fondateur de la Voix des Guinéens résidant au Maroc, nous avons soulevé un mouvement pour se faire attendre au début du mois de janvier, en dénonçant tous les mauvais travaux que font ces diplomates et aussi en dénonçant aux autorités, il est impératif que nous ayons des passeports sur place, parce que quand tu prends la Côte d'Ivoire, le Sénégal, quand ils vont dans les ambassades, juste en 3 heures, ils ont leur passeport. Et nous, il faut venir en Guinée, il faut avoir 2000, 3000 dollars pour venir en Guinée pour se faire un passeport. Donc on s'est fait entendre, on a fait plus de 1 mois, 2 mois, voilà, de manifestations sur les réseaux sociaux, et puis devant l'ambassade. Du coup, le président d'Allo Alpha Condé, il a dépêché son ministre des Affaires étrangères. Ibrahim Khalil. Et voilà, pour partir, pour aller du côté du Maroc. Voilà, il a fait la médiation entre nous et les diplomates. Et à l'issue, il nous a promis qu'on aura les passeports. Et moi, est-ce que le stock est arrivé? Le stock est arrivé parce que si je suis en Guinée aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu mon passeport. Donc ce problème est résolu. Ouais, le problème de passeport est résolu. Bien. Et voilà, le seul problème qu'on a, c'est l'union, voilà, donc la politisation, de la communauté exactement. Par nos représentants diplomatiques. Voilà, ça nous fatigue beaucoup au Maroc. Important. Donc je voudrais que nos nouvelles autorités nous aident vraiment à dépolitiser notre diplomatie guinéenne. Au Maroc. C'est important quand même. C'est ça, exactement. Dépolitiser l'administration doit s'étendre jusqu'à la dépolitisation de la diplomatie guinéenne du côté du Maroc. Peut-être au-delà même. Au-delà du Maroc aussi, du côté de nos amis de l'Europe aussi, des États-Unis aussi, c'est la même chose. C'est un problème entier. C'est un problème. Mais nous sommes vraiment pris par le temps cabinet. Voilà. Nous avons Nankouma aussi qui est en ligne, notre compatriote en Chine. Est-ce qu'il est là ou pas? Je l'ai dit de l'appeler, malheureusement il est là. Nankouma, depuis la Chine, on doit l'appeler pour qu'il parle justement des menaces d'expulsion qui planent sur la tête des Guinéens de ce côté. Avant qu'on l'ait, un mot maintenant sur ce qui se passe en Guinée. Ce qui se passe en Guinée ici, quand nous avons été reçus le 15 par le président de la République, il était question de faire un mémo, donc nous avons fait 2 semaines pour mettre ce mémo en place. Du coup, au cours de ces travaux-là, on a eu des petits couacs avec les affaires étrangères. Il y avait des vieilles habitudes qui étaient là-bas, donc je me suis mis en accord avec quelques amis, pour passer sur les différents médias, pour dénoncer ces mauvaises pratiques. Du régime de Chu, donc on s'est fait entendre. Donc du coup, le lundi passé, la diaspora de partout, on s'est donné la main cette fois-ci d'être unis, pour que toutes les opportunités qui viendront dans le cadre d'aider, bien sûr. Donc on a voulu vous mettre de côté. Exactement, on a voulu politiser, on a voulu se faire enrôler par les personnes de l'ancien régime, qui sont là, d'autres qui sont là, qui se réclament de la diaspora, mais qui sont là depuis 10 ans. 10 ans, 15 ans, mais ce sont nos frères, on ne peut pas les exclure, on doit se donner la main. Désormais, on est tous unis maintenant, pour que on essaye de faire l'amour à la Guinée, parce que on va pas continuer à violer la Guinée à chaque fois. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, nous avons mis une union en place qu'on appelle l'Union des associations guinéennes de l'étranger, l'UAG, donc qui est ouvert à tout le monde. Toutes les associations qui se reconnaissent pas dans les CGE, qui se reconnaissent pas dans la coordination, le collectif, sont les bienvenus dans l'Union. Exactement. D'accord. Donc on peut dire que pratiquement vous n'êtes plus frustré. Non, on n'est plus frustré. Mais par rapport à votre place là, au CNT, c'est combien de places pour la diaspora? La diaspora, c'est 5 places qui a été données. Comment vous êtes en train de travailler là-dessus? En ce qui concerne les 5 places, nous sommes en train de plaider au niveau des autorités d'augmenter ces 5 places. Parce que c'est le président lui-même qui a invité la diaspora. Et lui, il nous a dit au palais qu'il aide la diaspora. Donc pour nous, présentement, les 5 places... C'est petit. C'est petit, donc on voudrait que le président essaye de voir ça s'il peut augmenter. Parce qu'on peut donner aussi le maxi de nous-mêmes. Il est sur la même ligne que Baouri. Baouri aussi qui dit que... Donc à préciser aussi, nous représentons 30% de la population guinéenne, nous la diaspora. Et désormais, on réclame au moins 20%.
voilà, dans les postes nominatifs, diplomatiques et autres. Et autres, bien. Voilà. Merci, M. Fofana, d'être passé. Malheureusement, on est à la fin de cette émission. Cabinet Fofana, merci beaucoup. Merci. Merci, Emmanuel Milimono, qui était sa première, sans doute pas la dernière dans cette émission. Merci. Malheureusement, nous n'avons pas eu notre compatriote en Chine. Nous le ferons la semaine prochaine. Merci à Benjamin et à Ibrahim Silla pour la technique. On se retrouve mercredi prochain pour un autre rendez-vous diplomatique. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Sur la diplomatie internationale, sur les relations de coopération bi- et multilatérales entre la Guinée, l'Afrique et le reste du monde. Nord-Sud, c'est aussi le vécu quotidien de la diaspora guinéenne avec l'équipe de Mamadou Ouri Diallo.